Nous sommes là, mesdames et messieurs, fidèles au poste, comme à l'accoutumée, chaque dimanche, nous sommes là, la messe dominicale, la rétrospective de la semaine sur Congo Web Télévision. Aujourd'hui, je reçois un cadre du PPRD, parti membre de la majorité présidentielle. Il s'agit de Raphaël Loulou. Très heureuse de vous recevoir, monsieur Loulou. Ça va, madame. Ça va, moi aussi, je suis heureux. Voilà, comme hier, on l'a suivi sur la RTNC, la chaîne mère, le chef de l'État a parlé, il a fait son discours tant attendu, parce qu'on attendait vraiment ce discours du chef de l'État. Est-ce pour vous, Raphaël Loulou, ce discours a-t-il aplani les zones d'ombre ou ça a créé encore d'autres zones d'ombre, si je peux me permettre la tautologie? Ce discours n'a pas créé des zones d'ombre, mais ce discours a donné au moins, à évoquer les points qui sont sujets à discussion, c'est-à-dire des sujets qui feront l'objet de la rencontre que le chef de l'État a annoncée, c'est-à-dire le dialogue national. Donc, au lieu que les gens s'éparpillent à chercher à savoir de quoi sera-t-il question, je crois que hier, par le message du président de la République, les uns et les autres ont compris de quoi sera-t-il question au dialogue national qui sera... Non, le dialogue national ne sera focalisé que sur les élections. Alors le chef de l'État a dit, nous avons essayé de décortiquer ses discours, et il a dit qu'il n'y a pas assez d'argent pour les élections. On doit en tout cas trouver des palliatifs, à s'adapter en fait à nos réalités congolaises. Donc pour vous, indirectement, le chef de l'État nous dit que nous, on peut y aller au suffrage indirect pour les élections. Pour choisir un chef de l'État. Ce sont des questions. Le président de la République n'a pas pu, n'a pas caché, hein, parce que d'aucuns, vous le savez, vous êtes journaliste, dont la réputation n'est plus à démontrer, que beaucoup de gens étaient en train de croire que le président de la République avait l'intention de cacher quoi que ce soit autour du dialogue. Je crois que les points étaient bien circonscrits, bien que faisant allusion aux problèmes financiers pour les élections. Je crois que c'est un des points qui doit être mis sur la table pour qu'on discute et qu'on voit ensemble comment faire pour réunir les moyens afin de... Comment réunir les moyens, Raphaël Loulou, comment réunir les moyens, le gouvernement, le budget, selon le budget de l'État, il y a une somme à allouer chaque année pour les élections. Le montant d'ailleurs n'est pas un secret d'État, il y a un montant bien spécifique pour les élections. Aujourd'hui, on nous dit, 5 ans après, ou 4 ans, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, à peu près 2015, qu'on n'a pas assez d'argent pour organiser les élections. Pourquoi on ne sanctionne pas? Pourquoi on ne sanctionne pas le Premier ministre Matata Ponyo? Il faut le dire franchement. Pourquoi ne pas le sanctionner? Parce que lui n'a pas été capable d'organiser les élections. Est-ce pour nous dire que les élections en Afrique, c'est pas la panacée, ou les élections n'est pas un élément de cohésion nationale, de stabilité nationale? Je crois que même l'organe, l'institution qui est l'autorité budgétaire, l'Assemblée nationale, avait tablé sur le budget des élections, et le président de la République l'a répété hier. Ça fait 1 milliard, 1,2 pour les élections, et le président de la République l'a dit que la mobilisation jusqu'à ce stade est de 500 millions. Donc il faudra bien entendu mobiliser encore de recettes pour que nous atteignions le budget alloué ou requis pour pouvoir pourquoi on ne sanctionne faire les pas? élections. On a l'impression que la sanction, on doit sanctionner celui qui n'est pas arrivé à faire ce travail. On a bloqué la machine de la CENI. Aujourd'hui, la CENI est incapable d'organiser les élections faute de financement. Mais qui devait financer la CENI? Eh bien, c'est le gouvernement. Alors pourquoi il n'y a pas de sanction dans ce pays? Personne n'est responsable de l'échec. Tout le monde est co-responsable de l'échec. Je pense que l'Assemblée nationale, qui est habilitée à
à demander de compte pourra le faire en son temps pour que le Premier ministre puisse expliquer cette situation. Quand vous parlez de sanctions, il n'est pas donné à vous ou à moi de sanctionner le Premier ministre. Je crois que nous sommes dans un état de droit. S'il faut sanctionner, qui doit sanctionner? On sait comment on peut arriver à cette sanction. Mais néanmoins, même si on doit sanctionner, je pense qu'après la sanction, 2 jours après, cela ne veut pas dire qu'il y aura l'argent. Mais je pense qu'il est tout à fait normal que le gouvernement puisse démontrer ou expliquer à l'opinion publique comment cette question d'argent pourra être résolue. Et là, s'il faudra alors des sanctions, je ne dis pas, nous ne sommes pas dans un état où l'impunité règne. Je pense que les sanctions, comme d'aucuns les souhaitent, pourront tomber, mais au moins on ne sanctionne pas pour le plaisir de le faire. Nous parlons de problème de financement. Il y a un politique congolais, Steve Mbeki, pour ne pas le citer, a proposé une piste de solution pour le financement des élections. C'est vrai qu'on a dit on ne veut pas trop de l'ingérence étrangère dans les élections, c'est une affaire de souveraineté nationale. Est-ce que les Congolais eux-mêmes, Raphaël Ouboulou, ne peuvent pas cotiser? Parce qu'on a des taxes innombrables. Est-ce qu'on ne peut pas créer une taxe d'élection pour financer nos propres élections? Est-ce que les Congolais ne peuvent pas se sacrifier, mettre un $10, un $20, un $50 pour financer nos propres élections et pour que nous puissions avoir des élections à suffrage direct? Parce que quand on parle d'indirect, on a l'impression, le net s'est enflammé, les Congolais ont l'impression qu'on leur vole leur droit de voter de one man, one vote. Vous savez, Madame Paulette, ça me fait rire souvent quand j'entends dans la rue, à la cité, les gens dire nous sommes en mesure de cotiser, chacun $1, $5, $10, c'est selon. Pourquoi ça vous fait marrer? Ça me fait rire parce que, Madame Paulette, je crois que je ne minimise pas la capacité du peuple congolais à pouvoir faire quelque chose, mais au moins je dis, c'est facile de dire nous pouvons cotiser pour faire les élections. Et il y a beaucoup d'éléments qui interviennent pour réunir le budget à pouvoir faire des élections. Et je pense que toutes ces rubriques, c'est pas facile que l'on attende. Vous savez, nous avons combien de... Attendez, nous avons combien de millions de Congolais? Le Congo n'est pas n'importe quel pays. On a eu le 1+4, une formule qui n'a jamais existé dans ce pays. Vous le savez. Pourquoi ne peut-on pas créer une autre formule pour nous-mêmes? Puisqu'on a déjà mis en place un 1+4, ça a marché. Mais créons des conditions pour que les Congolais cotisent et qu'on cofinance nos propres élections. Madame Paulette, encore une fois... Le Congo n'est pas n'importe quel pays. Le Congolais n'est pas n'importe quel peuple. Encore une fois, ça me fait rire souvent quand les gens disent le Congo n'est pas n'importe quel pays, le Congolais n'est pas n'importe quel peuple. Oui, encore une fois, je respecte le peuple congolais, mais écoutez, nous devons, quand il y a des décisions, on doit prendre des décisions qui sont responsables. Il ne faut pas qu'il y ait de décisions un peu irréfléchies du genre nous allons nous cotiser. Je me demande un peu comment on va s'y prendre. On va passer de porte en porte. Ce sont les chefs d'avenue, les bourgmestres qui vont aller récolter comme on le fait à l'église, faire passer le panier. Pourquoi pas? Je crois que c'est à ce moment-là, qu'on veut se ramener trop bas. Trop bas parce que nous avons des institutions. Je reconnais. Je ne fais pas ce genre d'analyse, je crois l'avoir déjà dit, il n'y a aucune institution qui a échoué, à moins que pour ceux qui veulent enflammer la situation, comme je l'ai dit toujours, ceux qui viennent avec la théorie de tension ou des gens qui font le procès d'intention, eux peuvent dire a échoué. Mais moi, je pense que les institutions n'ont pas échoué, les institutions fonctionnent. C'est à ce titre même que je soutiendrai moi personnellement, que lorsque nous sommes devant une situation qui demande un budget pour organiser, pour les cas d'espèce, les élections,
que le gouvernement se prononce clairement. Le gouvernement congolais n'a pas dit qu'il n'est pas à mesure de mobiliser l'argent pour les élections, mais néanmoins, il peut y avoir des difficultés aujourd'hui, mais avec un peu de temps, je crois que le gouvernement pourra le faire. Bien entendu, je me dis, le gouvernement congolais a réuni l'argent pour les élections de 2011. Le gouvernement congolais a contribué pour les élections de 2006. Il n'est pas impossible que les autres scrutins qui viendraient, que le gouvernement puisse mobiliser de recettes pour pouvoir organiser ce scrutin. Voilà. Et pour que le peuple alors se cotise 5 $ chacun, 1 $, 10 $ chacun. C'est un peu rigolo, excusez-moi. C'est votre point de vue. Nous ouvrons donc cette rétrospective, mesdames et messieurs, par le point de presse de la SENCO et la réaction du G7 par rapport à cette déclaration. Suivant. L'évêque de Tchoumbé a, au cours de cette conférence de presse, reconnu les efforts consentis par le gouvernement pour la démocratisation du pays. Pour Nicolas Djomo, la démocratie ne doit pas être un simple slogan, mais plutôt une culture et l'alternance en est une expression. La gestion démocratique, a-t-il poursuivi, exige des règles et des valeurs respectées de tous. L'avenir paisible de la République démocratique du Congo est une grave responsabilité qui incombe à tous les Congolaises et Congolais. Le peuple ne doit pas être pris en otage par un agir politique qui sacrifie l'intérêt supérieur de la nation. Faudrait-il encore que le sang coule en RD Congo? Nicolas Djomo regrette cependant la nomination des commissaires spéciaux. La nomination des commissaires spéciaux non élus par les souverains primaires constitue un recul pour la démocratie. La République démocratique du Congo présente aujourd'hui un visage hybride avec d'un côté 5 provinces dirigées par des gouverneurs et des assemblées provinciales élues et de l'autre 21 provinces avec des commissaires spéciaux nommés. L'avenir heureux de la RD Congo, a soutenu le président de la SENCO, réside incontestablement dans la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et le respect de la Constitution. Le G7 salue le courage, la constance, le patriotisme et le sens élevé de responsabilité des évêques catholiques de la République démocratique du Congo. Ils les en félicitent et à travers eux, l'ensemble de l'Église catholique congolaise qui ne cesse de démontrer chaque fois que de besoin, qu'elle est toujours à l'écoute du peuple de Dieu et solidaire avec lui. Le G7 souscrit sans réserve au constat dressé par la SENCO en ce qui concerne les restrictions des libertés individuelles, la croissance des répressions et des intimidations. Il soutient les actions programmées par la SENCO pour consolider la démocratie, protéger la Constitution de la République et réussir, dans les délais constitutionnels, l'alternance. Le G7 s'y impliquera activement et fera connaître dans les prochains jours les initiatives qu'il prendra à cet effet et dans le même but de sauver le processus électoral ainsi que la loi fondamentale. Le G7 lance un appel patriotique à la mobilisation générale des forces vives de la nation afin d'assurer la réussite des actions programmées dans le message de l'Église catholique et de mettre hors d'état de nuire toutes les forces du mal dans notre pays. Raphaël Ouloulou, les réactions ont fusé après les propos de la SENCO, et nous prenons une déclaration assez forte d'André Alain Atundou. Est-ce pour vous aussi une déclaration de guerre de la SENCO aujourd'hui? Vous savez, l'Église a toujours été
la référence pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'il y a un problème se pose entre les fidèles, les croyants, c'est l'Église qui apporte la paix, c'est l'Église qui tranquillise, c'est l'Église qui console. Mais lorsque l'Église elle-même attise, c'est un problème. Chacun peut attise en quoi? Quand elle dit de respecter la Constitution, de que le sang ne coule pas, que nous avons reculé par rapport à la démocratie des 50 ans. Quand la RDC présente un visage hybride avec 5 gouverneurs élus et 21 provinces avec des commissaires spéciaux, jusque-là, Madame Paulette, je ne vois aucune contradiction que l'Église... Je ne vois aucune contradiction avec la majorité, parce que M. Atundu est de la majorité. Et vous dites, il dit c'est une déclaration de guerre. Moi je dis, déclaration de guerre dans la mesure où c'est l'Église qui doit envoyer les gens dans la rue. Mais dire que l'Église relève le point que vous venez de reprendre, il n'y a pas de mal. L'Église est en train d'attirer l'attention, d'attirer la sonnette d'alarme. C'est tout à fait normal, c'est son rôle. Et l'Église, nous sommes d'accord, nous sommes d'accord avec l'Église. Nous sommes d'accord avec l'Église. Là où le bas blesse, madame, c'est lorsque l'Église, et c'est peut-être là que M. Atundu a dit c'est une déclaration de guerre, lorsque l'Église doit envoyer les gens dans la rue. Je vous pose, si l'Église envoie les gens dans la rue, ce n'est pas pour pacifier la rue, c'est pour créer les manifestations dans les rues ne sont pas dans la Constitution. Ce n'est pas un droit civique. Manifester, ce n'est pas reconnu par la Constitution. Mais je crois qu'il y a des modalités pour manifester. Donc, est-ce que les catholiques vous envoient le peuple dans la rue pour qu'on les tue? Ah ben s'il tuer. Non, s'il faut, s'il vous plaît. On pose la question. Et personne n'est là pour tuer les catholiques. Parce que les gens, ce sont des manifestations pacifiques. Les manifestations pacifiques, personne n'empêche. Personne n'interdit. Mais selon les modalités recommandées par la Constitution, par les lois de la République. Personne n'interdira. Mais j'insiste, madame, et je répète, lorsque une église envoie les gens dans la rue sans les encadrer, parce que madame, figurez-vous, c'est facile de dire madame, le 16 février 92, laissez-moi terminer mon idée, je reviens à ça, je reviens à cet élément-là. Entre le fait d'envoyer les gens dans la rue et le fait de les encadrer, il y a un fossé. Mais si l'on nous dit qu'on envoie les gens dans la rue et on les encadre, et pour quel motif, pour quelle motivation? Ça, c'est l'Église elle-même qui est à mesure de nous le dire. Vous comprenez? Nous n'interdisons pas. Moi, personnellement, je n'interdis pas la date à laquelle vous faites allusion. Moi, je sais que ça s'est fait. C'est dans la spontanéité, mais il faut savoir encadrer cette population. Nous avons déploré des cas de mort par la suite. Et je crois que l'Église catholique ne se félicite jamais pour dire que à cette date, on a envoyé des gens dans la rue et nous sommes heureux de compter les morts parce que nous les avons envoyés dans la rue. Si l'Église doit se féliciter comme ça, alors madame, là, excusez-moi, je ne parle pas religion ici, mais je dis qu'il faudrait que chacun cherche là où il doit aller prier à ce moment. Est-ce que l'Église doit se taire devant l'injustice? Non, l'impunité? Non. Alors, moi-même, je le dis ici, je reconnais. Quand il y a quelque chose, l'Église tire la sonnette d'alarme. Je reconnais. Vous plaignez simplement du fait que l'Église envoie les gens dans la rue. Madame, c'est ce que vous contestez. Vous savez, je suis né des parents chrétiens catholiques. Je suis chrétien, je ne suis plus dans l'église catholique, je suis dans une église de réveil, je suis chrétien, j'ai jamais entendu un seul instant que c'est une chose normale et qu'on doit applaudir lorsque l'église va envoyer les gens dans la rue sans les encadrer. Madame, excusez-moi, je ne prête pas intention à qui que ce soit, mais je dis, en tant que chrétien, je suis moi-même chrétien, je suis serviteur de Dieu, je ne peux pas envoyer les gens dans la rue pour faire le désordre. Ça, je suis désolé. L'église catholique envoie les gens dans la rue pour faire le désordre. Mais madame, il faudrait, je dis bien, nous ne pouvons pas
Nous ne pouvons pas nous limiter, s'il vous plaît, madame. Nous ne pouvons pas nous limiter tout simplement à le dire. Nous devons, j'ajoute un élément, si l'Église dit, elle envoie les gens dans la rue et qu'elle encadre les gens. Il n'y a pas de problème. Mais envoyer les gens dans la rue, chacun peut prendre ces mots d'ordre, parce que c'est un mot d'ordre. Même les gens qui encouragent et qui félicitent l'Église aujourd'hui pour avoir dit ça. Madame, entre dire aller dans la rue pour, il faudrait qu'on dise comment ils doivent le faire. Comment les gens vont aller dans la rue. Par rapport à la situation actuelle. Il ne faut pas... Attendez, madame, attendez. Non, maintenant, on envoie les gens dans la rue. L'ordre public doit être maintenu, madame. Nous ne sommes pas dans une république bananière où les gens sortent dans la rue au nom de la liberté, et lorsqu'ils enfreignent à cette même liberté, que celui qui est chargé de maintenir l'ordre public ne fasse rien. Et lorsqu'on essaye de mettre de l'ordre public, c'est tuer? Non. Ce qui veut dire qu'on va tuer. Et alors l'Église envoie les gens dans la rue pour qu'ils se fassent tuer. Dites-nous. Alors, moi je vous dis. Alors, quelle est la réaction des églises de réveil par Moi, je préviens. L'église de réveil reste l'église au milieu du village. L'église catholique a basculé, selon vous? Je ne fais pas ce genre de jugement, madame. Mais je dis l'église tout court. Non, je vous pose une question claire. L'église tout court qui transmet le message de Dieu, le message de paix, n'envoie pas dans la rue, madame. Vous n'êtes pas catholique, mais vous priez quelque part. Qu'est-ce que votre église dit par rapport à ça? Non, le problème ici, c'est pas de savoir... Nous ne faisons pas ici l'apologie des confessions religieuses. Mais je dis, je suis chrétien. C'est un dénominateur commun à celui qui est catholique et à moi qui ne le suis pas. Je dis, l'Église n'envoie pas les gens dans la rue. Quel est le rôle du chrétien devant l'injustice? Le chrétien ne dénonce pas l'injustice. Dénoncer, oui. Même moi, je dénonce l'injustice. Pratiquement, qu'est-ce qu'il doit faire? Je dénonce l'injustice, mais pas... Dénoncer et ne rien faire. Je dénonce l'injustice. Même le Christ a chassé les commerçants de S'il vous plaît, on interprète mal certains versets bibliques. Non, madame. On interprète mal comment? Non. Le Christ a bien chassé les commerçants devant l'Église. Apporte la paix. L'Église pacifie. L'Église console. L'Église attire l'attention. Mais l'Église conseille aussi. Mais l'Église n'envoie pas dans la rue pour les désordres, pour troubler l'ordre public. Cette Église-là, je ne la connais pas. Mais je ne prête pas ici intention à une quelconque Église. Mais au moins je dis, lorsqu'on envoie les gens dans la rue, on les encadre. Mais sachez aussi qu'il y a ceux qui ont la charge de maintenir l'ordre public. On ne peut pas les empêcher à maintenir l'ordre public. Voilà, nous poursuivons ce deuxième condensé consacré au dialogue. Donc nous allons suivre la réaction de la nouvelle société civile et du PPRD qui donne ici leur point de vue par rapport aux facilitateurs. Je crois que la crise congolaise a besoin d'une personne expérimentée, pas une personne qui risque d'être prise à partie. Dans ce cas précis ici, à mon humble avis, c'est mon opinion personnelle, mais je crois que beaucoup d'entre nous aussi pensent ainsi. Kofi Annan paraît la personne indiquée pour notre pays à cause de son expérience à la tête d'une grande institution, maîtrisant encore un peu bien notre problème. Je crois qu'il paraît être la personnalité indiquée si le Congolais pouvait le faire confiance au regard de la méfiance presque généralisée qui mine même le processus entre les acteurs. Donc nous pensons, M. Kofi Annan paraît être une personne indiquée pour nous. Je confirme que nous sommes pour ce dialogue, que le chef de l'État a initié, ce dialogue qui va voir tous les Congolais de tous bords autour d'une table pour échanger des problèmes et entrer aux Congolais. Je crois que c'est une très bonne chose. Je demande à ceux qui hésitent encore de prendre ce train parce que le Congo a besoin de la paix chèrement acquise. Vous savez, lorsque dans un pays, on connaît des problèmes qui dérangent la paix, qui dérangent la sérénité, la tranquillité, personne ne sait dormir. Et nous, en tant que jeunesse parti présidentielle, nous avons pris l'engagement d'expliquer aux Congolais, de pousser les Congolais à aller vers ce dialogue. Nous avons besoin de nous parler. Et nous sommes contents d'être rejoints par beaucoup de partis d'opposition.
Raphaël Ouloulou, nous parlons de la notion de la paix. C'est vrai que la paix paraît une notion abstraite. Moi, je pose une question tout à fait pratique. Quand quelqu'un a faim, quand quelqu'un n'a pas de courant électrique, quand quelqu'un a difficile à avoir son transport, quand quelqu'un meurt parce qu'il ne peut pas s'acheter des médicaments, quand les soins de santé sont inaccessibles, est-ce que ce monsieur-là ou ce quelqu'un-là a-t-il la paix? Vous savez, la paix, nous pouvons aussi l'aborder de différentes manières. Il est bien évidemment que quand quelqu'un a toutes ces difficultés que vous venez d'énumérer, certainement qu'il ne sera pas en paix. Mais il y a cette paix que l'on recherche lorsque, par exemple, il y a des bruits de bottes dans l'un ou l'autre coin de la République. On recherche cette paix. Lorsque, par exemple, les institutions dans un État ne fonctionnent pas, lorsqu'il n'y a pas de tranquillité, parce que on ne saura même pas sortir de sa maison pour aller chercher le produit pharmaceutique à la pharmacie ou dans une officine. Donc, il faut intégrer tout ça. C'est un terme globalisant au point que la paix incorpore tout, pratiquement toutes les difficultés qui viennent déranger la vie de l'homme. La paix en RDC, la paix à tout prix. Il faut toujours reculer pour mieux comprendre. On a eu le 1+4, vous étiez même le questeur de l'Assemblée nationale à l'époque. Rapporteur, merci. Rapporteur de l'Assemblée nationale à cette époque. Doit-on avoir la paix, Raphaël Ouloulou, à tout prix et à n'importe quel prix? Madame, la paix est un idéal qu'on doit poursuivre dans un État. Et il faut, chaque fois qu'il y a quelque chose qui trouble la paix, qui trouble cette paix, et il faut à tout prix chercher les voies et moyens pour pacifier, pour tranquilliser la situation. Et pratiquement aujourd'hui, qu'est-ce qui trouble la paix en République démocratique du Congo? L'Église catholique? Madame, je crois que vous êtes catholique vous-même. Qu'est-ce qui trouble la paix aujourd'hui, pratiquement? Vous aimez bien l'Église catholique, hein, votre curé doit être fier. Mais enfin, je ne sais pas ce qui trouble l'Église catholique, je n'en sais rien. Qu'est-ce qui trouble la paix aujourd'hui en République démocratique du Congo, pratiquement selon vous? Moi, je ne vois pas qu'est-ce qui trouble la paix en République démocratique du Congo dans le contexte global. Je ne vois pas, mais au moins, ça ne peut pas nous empêcher de prévenir. De prévenir, ne dit-on pas que qui veut la paix prépare la guerre? C'est-à-dire, nous devons combattre tout ce qui peut, à la longue, nous arracher cette paix. Aujourd'hui, nous pouvons dormir tranquillement lorsque nous regardons autour de nous à l'avenir avec un œil de perspective. Nous voyons qu'il y a des choses ou des éléments ou des situations, des événements qui peuvent arriver et qui risqueraient de troubler cette paix à l'avenir. Aujourd'hui, je crois que celui qui est sage doit tout faire pour commencer à prévenir. Je crois que c'est ça la tâche que nous devons, à laquelle nous devons nous y prendre tous. J'ai vu, nous savons que notre pays est en train de se préparer aux élections, chacun en parle, je crois que même ici on en parle, et je crois que même à l'Église catholique on en parle, les élections, et on le souhaite, c'est le vœu de tout le monde. Et lorsque ces élections, nous sentons que autour de ces élections, il y a des éléments qui risquent de troubler cette paix, au point que ces élections risquent de ne pas bien se dérouler, pourquoi ne pas en parler aujourd'hui? Pourquoi ne pas en parler aujourd'hui? Et c'est là la nécessité de préparer les dialogues et de nous retrouver pour en parler. Parce qu'il y a un élément ou des éléments qui sont en train de venir, qui se profilent à l'horizon et qui risquent de troubler cette paix par rapport à l'organisation des élections. Voilà pourquoi il est pas de plus normal qu'on en parle aujourd'hui pour préparer l'avenir ou le devenir du préparation, est-ce que les élections en Afrique, préparer les élections, est-ce que ça constitue un élément de crise en Afrique, Raphaël Ouloulou? Parce qu'on se pose la question aujourd'hui. Nous avons choisi la démocratie, c'est un choix dont nous devons en tout cas faire en sorte que cette démocratie la marche. Les élections étant des éléments capitaux de la démocratie. Aujourd'hui, vous me dites que la préparation des élections
en République démocratique du Congo, il y a des éléments qui peuvent aujourd'hui faire basculer la paix parce qu'on sent déjà quelque chose qui peut arriver parce qu'on a mal préparé les élections. Moi, on remonte en amont, Raphaël. La préparation des 2011, élections. On a eu les élections que nous avons eues. 2006, nous avons eu les élections que nous avons eues, Raphaël Oulou. Est-ce que les erreurs du passé ne nous aident pas aujourd'hui à corriger les erreurs? On a l'impression que chaque fois, ça devient de pire en pire. 2016, c'est pire que 2011. Vous n'avez pas l'impression que ça va aller de pire en pire? 2016, ça sera pire. 2021, on ne sait même pas. Doit-on couper carrément les élections en RDC? C'est pourquoi, madame, la consolidation de la démocratie est une chose qui demande aussi la prise en charge de toute la responsabilité. Et en ce sens que il faudra aussi prendre certaines mesures responsables. C'est-à-dire, lorsque vous évoquez l'exemple choisi par vous-même, Madame Paulette, lorsque vous évoquez les élections de 2006, les élections, nous avons vu après, en 2007, nous avons vu, pas les élections en 2007, mais lorsqu'il y a eu des événements qui s'en sont suivis après les élections de 2006, c'est-à-dire en 2007, les élections de 2011, cet ensemble de repères-là nous amène aujourd'hui à jeter un regard prospectif en disant est-ce que les élections à venir, nous allons aussi les passer dans les mêmes conditions pour qu'elles produisent les mêmes effets. Pourquoi ne pas les préparer bien avant? C'est la question que je me pose. Justement, madame, justement, c'est ça la préparation. Attendre la dernière année pour les élections, ça se prépare pas en dernière année. Vous savez, on a 5 ans la préparation, madame, la préparation. C'est pas une année avant les élections. Nous voulons bien préparer les élections. Et nous voulons. On a 5 ans entre les deux. 2011 et 2000, il y a 5 ans. Nous étions en train de bien les préparer et nous voulons encore mieux les préparer. Et se dire que en passant par exemple du suffrage universel direct au suffrage universel indirect, c'est ça aussi une façon de pallier. On va voir, parce qu'il y a un problème de coût, vous savez, par rapport à ce type de scrutin direct, indirect, qu'est-ce qui est moins coûteux, qu'est-ce qui coûte mieux, plus. Et c'est tout ça. On ne peut pas arrêter de réfléchir. Le Congolais lambda se pose peut-être la question. Les conditions. Comment un grand pays comme la RDC peut manquer l'argent pour le... C'est vrai que vous êtes une élite, vous comprenez, mais expliquez à cette maman qui vend son pondu que le Congo n'a pas d'argent pour organiser ses propres élections. Alors on nous balance, on est en train de parler d'argent virtuel. On peut parler d'argent virtuel. Donc le Congo est pauvre, la RDC est pauvre. Vous savez, personnellement, madame, moi je dis... depuis l'école primaire, on nous a appris le Congo, c'est un scandale géologique et potentiellement avec des minéraux, voilà. etc. Moi, je dis, tant qu'on n'est pas encore arrivé à transformer ces minéraux qui sont enfouis sous la terre et pour que matériellement on palpe cet argent, moi je dis, même avec les minéraux, plus de minéraux que le reste du monde en dessous de notre terre, nous sommes pauvres. C'est de l'argent virtuel, on nous a chanté la richesse du Congo depuis des siècles, depuis des années, mais matériellement aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Donc il faut réfléchir, il faut échanger des idées pour qu'on arrive à réunir les conditions nécessaires à pouvoir changer ou, contribuer au bien-être du peuple congolais. Et voilà pourquoi la préparation des bonnes élections, la préparation des bonnes élections est aujourd'hui une condition. Est une condition, madame. Répondez à ma question, c'est pas une question de bonne gouvernance. C'est pourquoi je dis, dans la préparation des élections. C'est pourquoi je dis, aller au dialogue, comme le président de la République l'a annoncé. Le dialogue hier, apparaît comme la réponse à toutes les questions. Aujourd'hui, le dialogue apparaît, je dis bien apparaît, comme la réponse à toutes les questions. Donc, quand nous irons au dialogue, tout sera résolu. Et pourtant, on a eu des concertations, des dialogues depuis 1960 et on en est là. Alors, on fait croire aux Congolais, permettez l'expression, qu'aujourd'hui, le dialogue est vraiment la réponse à tout, la superstructure qui résoudra tous nos problèmes. Alors, on se pose la question, est-ce que l'alternance pour vous, Raphaël Oulou, est-il signe de bonne gouvernance? Oui. Aujourd'hui. Oui. Et pourquoi ne pas permettre à ces Congolais de vivre cette alternance? Mais dans quelles conditions, madame?
Dans quelles conditions? Qui crée ces mauvaises conditions? C'est la question que le vous voyez, qui crée ces mauvaises conditions pour que le Congolais ne puisse pas vivre cette alternance qui est vécue dans d'autres pays? Vous savez, on se pose la question si la RDC n'est pas en Afrique. Je ne voudrais pas, moi, la Tanzanie est dans cette logique. Le Burkina Faso est en Afrique. De pointer le doigt accusateur. Je ne rentre pas dans cette logique-là parce que je commencerai, même comme je suis avec vous, Madame Paulette, je commencerai à dire, c'est vous, Madame Paulette. Alors, vous allez dire quoi? On va se mettre à discuter. Personne n'est responsable de la situation au Congo. S'il vous plaît. Personne n'est responsable de la détérioration de la situation au Congo. Les responsabilités sont personne là. Voilà pourquoi, pour établir ces responsabilités, madame, il faut aller au dialogue. Il faut parler. Quel est le rôle de l'Assemblée nationale? Dialoguer. Quel est le rôle du gouvernement? Quel est le rôle de la justice? Mais les institutions fonctionnent. Qu'est-ce qu'ils font? Les institutions fonctionnent, travaillent. Et elles travaillent bien, ces institutions. Mais les résultats sont là. Elles sont en train de préparer justement. Les poubelles même de Kinshasa sont l'image de la gouvernance de Kinshasa. Madame, est-ce que vous voulez... Je vous en prie. Vous voulez bien qu'on avance? Moi, je pense que les conditions, lorsque les conditions sont bien réunies, nous pouvons aller de l'avant. Et nous ne pouvons pas éluder ou refuser de nous parler. Nous ne pouvons pas refuser de nous retrouver, de nous mettre autour d'une table. Vous venez d'évoquer dans l'histoire de la République démocratique du Congo tous les forats qui ont existé avant et au cours desquels les Congolais se sont mis à table pour parler, autour d'une table pour parler. Mais pourquoi on doit arrêter de parler? Mais qu'est-ce qu'on a fait des recommandations de la CNR? Ne pourrons-nous pas continuer avec ces bels exemples? Qu'est-ce qu'on fait des recommandations? Les recommandations, on les applique, on les met en application. Les recommandations de consultation nationale, on est en train de les appliquer une à une. Et d'ailleurs, dans une recommandation de concertation nationale, c'est le dialogue permanent. Et le dialogue est là en permanence. Pourquoi quand nous disons que nous acceptons les recommandations des concertations nationales, et parmi lesquelles il y a une qui nous demande de nous concerter en permanence, et lorsque nous disons que nous devons nous concerter pour bien préparer les élections à venir, on n'en veut pas. Ça veut dire qu'on refuse. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des gens qui ont une formule qui est considérée comme panacée en dehors du dialogue pour que les choses avancent? Nous nous disons, il n'y a pas 36 manières, madame. Il n'y a pas 48 façons. Il n'y a pas 24 manières. Il n'y a qu'une. C'est de dialoguer, même dans nos ménages. Quand il y a un problème, essayez un peu avec papa à la maison de ne pas vous parler pendant une semaine. Je pense que même les enfants ne seront pas tranquilles. Mais quand il y a un problème, on ne peut pas rompre le dialogue. Il faut continuer à dialoguer. Et nous disons pour le cas, transposons ça pour le cas de l'État congolais, de la nation congolaise, la République démocratique de notre pays. Nous devons, les institutions sont en train de fonctionner. Les institutions sont en place. Elles fonctionnent, mais on ne peut pas arrêter de dialoguer. Nous ne disons pas que lorsque le dialogue, parce que vous m'avez dit que le dialogue est une superstructure, j'ai dit non, parce que les institutions sont là en train de travailler. Elles continuent à travailler. Les recommandations qui sortiront des dialogues seront opposables à tous. Comment? Les recommandations qui sortiront de ces dialogues seront opposables à tous. Oui, pour autant que ça concerne la nation tout entière, le peuple congolais tout entier. Ce sont des concertations opposables à tous, mais des résolutions, pardon, qui nous lieront tous. Nous serons tous liés par ces résolutions, et de cette manière-là, chacun de nous, en appliquant, en ayant la volonté d'appliquer ce qui sortira du dialogue, je crois que les élections pourront être inclusives et apaisées. C'est ça l'objectif, madame. Nous ne pouvons pas. Et de cette manière-là, vous verrez que ça va nous éviter les déboires que nous avions connus en 2006, les déboires que nous avions connus en 2007, les déboires que nous avions connus en 2011, tel que le président de la République l'a relevé encore hier dans son message. Voilà, nous nous rendons à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, à la CENI, où il y a eu l'interpellation du vice-ministre qui est en charge de l'Intérieur, Évariste Bochab, et à la CENI, où c'était une audience avec l'Union européenne. C'est une plénière peu aisée pour le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. La salle de congrès du Palais du Peuple bouillonne de partout. Majorité opposition accorde apparemment un intérêt particulier à cette plénière au regard de la matière à l'ordre du jour.
En effet, Évariste Bochab était venu s'expliquer au sujet de la nomination des commissaires spéciaux dans les provinces nouvellement démembrées. Le chef de l'Intérieur a rappelé dans son exposé la nécessité pour le chef de l'État de doter les nouvelles provinces des autorités devant les animer pour un temps limité en attendant l'organisation des élections. Il a en outre renchéri que les commissaires spéciaux rendront compte de leur gestion devant les assemblées provinciales et ne pourraient faire l'objet d'une motion de censure. En cas de mégestion ou d'incompétence, les assemblées provinciales pourraient s'adresser au chef de l'État, a-t-il poursuivi. S'en suivront les réactions des députés nationaux lors du débat général. Pour certains, il s'agit là de la confiscation du droit de vote des citoyens. Un retour à la dictature moboussienne, a dénoncé les législateurs d'Élysée Sanga. Autre réaction, c'est celle du député Lokondo. Les inquiétudes de ces derniers ont révélé la gabegie financière que pourrait entraîner la nomination des commissaires spéciaux secondés par des adjoints. Face aux multiples préoccupations formulées par les élus du peuple, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a sollicité 48 heures pour venir répondre aux questionnements de la plénière. L'interpellation du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur coïncide avec la déclaration des évêques de la SENCO. Ces derniers considèrent la nomination des commissaires spéciaux comme une violation flagrante de la Constitution. L'Union européenne a réitéré son soutien, celui d'appuyer les processus électoraux en RDC. Voilà qui justifie la visite de Jean-Michel Dumont au cabinet du nouveau président de la CENI, histoire de s'imprégner de la marche du processus, de ses forces et faiblesses en vue d'un accompagnement soutenu. L'ambassadeur, chef de la mission de l'Union européenne, rassure. C'est vrai qu'il y a des échéances qui sont là et qui sont importantes. Donc l'Union européenne a rappelé qu'elle est disposée à appuyer le processus électoral. Nous avons déjà des experts, 5, qui sont auprès de la CENI pour l'aider notamment dans son travail logistique. Il y a des échéances, il y a des contraintes et nous sommes là aussi à travers ces experts pour aider à résoudre ces contraintes. Nous avons parlé évidemment des processus électoraux proprement dit, en rappelant que donc nous attendons la publication d'un calendrier électoral réaliste et crédible et consensuel. Le décaissement, puisque nous avons évidemment noté les 538 millions de dollars qui sont inscrits donc dans la loi de finances, et nous sommes tout à fait convenus que si cette somme est effectivement dépensée, réellement décaissée, réellement exécutée, cela devrait pouvoir suffire à exécuter dans des conditions satisfaisantes les élections prévues en novembre 2016. Pour sa part, le président de la CENI, avec toute son équipe, s'est dit ouvert à toutes les propositions dans un cadre conforme à la loi avant d'envisager un quelconque réaménagement du calendrier électoral. Raphaël, la SENCO l'a dit aujourd'hui, la RDC présente un visage hybride où il y a 5 gouverneurs élus et 21 provinces dirigées par des commissaires spéciaux qui ont, selon quelques députés, beaucoup de pouvoir parce qu'ils ne répondent, il n'y a pas de motion de censure contre ces députés, contre ces commissaires spéciaux, et on a l'impression, selon Élysée Sanga, qu'on a fait un retour en arrière, on a confisqué le droit de vote à la population. Vous partagez cet avis? Les commissaires spéciaux sont-ils si spéciaux que ça? Je ne pense pas, madame. Vous avez relevé le point de vue d'un honorable député, mais vous n'avez pas pris en compte le point de vue du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui, lui, gère cette question des autorités politiques ou administratives. Vous savez, madame, trop souvent, nous ne tirons pas les conséquences des actes que nous posons. Je ne dis pas que ces commissaires spéciaux sont si spéciaux, mais ce sont des autorités qui doivent gérer à un temps déterminé
avant l'organisation des élections, les provinces, parce que la délimitation de provinces ou les nouvelles provinces, c'est une disposition constitutionnelle. Bien qu'en retard, c'est une disposition qui est dans la Constitution. Et je pense que les honorables députés, lorsque... Les commissaires spéciaux se retrouvent aussi dans la Constitution? Je dis les provinces. Je dis les provinces. Mais ceux qui devaient je progresse dans mon raisonnement, madame, et j'arriverai aux commissaires spéciaux. Parce qu'il n'y a pas de commissaires spéciaux s'il n'y a pas de provinces. Ce sont les provinces. Le problème commence là. La Constitution a consacré la répartition de la République démocratique du Congo en 26 provinces. Qui sera dirigée par le gouverneur. Lorsqu'il y a 26 provinces, l'organe habilité à organiser les élections, la CENI, dit qu'il n'y a pas moyen. Dit qu'il n'y a pas moyen d'organiser les élections des gouverneurs. Alors pourquoi découper? L'autorité politique, s'il vous plaît, l'autorité politique doit faire quoi à ce moment-là? Attendre l'argent. Attendre pendant que les provinces sont déjà découpées. Mais pourquoi on a découpé en attendant on a mis la charrue devant le bœuf, Raphaël? Non. Pourquoi découper? Il n'y a pas d'argent. Pourquoi ne pas attendre que l'argent arrive et qu'on fasse tout en ordre? Bien qu'on ait des gouverneurs. Maintenant, on a des gouverneurs élus, on a des commissaires. Personnellement, ce sont des mesures transitoires parce que le vice-premier ministre même, le premier ministre l'a dit, c'est pour un temps. Combien de temps? Permettre à ce que la gestion de ces provinces se fasse. On ne peut pas laisser les provinces comme ça sans être dirigées. Les provinces doivent être dirigées. C'est une conséquence d'une disposition constitutionnelle. La Constitution dit les provinces sont découpées et ces provinces découpées doivent être dirigées. On est quand même dirigé par des hommes intelligents, permettez l'expression, qui ont fait des grandes études. On fait quand même la perspective, comme on dit. Gouverner, c'est prévoir. Alors comment on peut vous dire que vous découpez, ensuite qu'il n'y a pas d'argent, ensuite vous reculez, ensuite... Mais on est dirigé par qui? On ne navigue pas à vue, Raphaël Loulou. On est quand même un pays dirigé par des hommes compétents. Madame. Vous ne trouvez pas qu'on fait un peu du méli-mélo dans... Nous avons des institutions. Chaque institution joue son rôle. La CENI, le gouvernement a mis en application une disposition constitutionnelle. Le gouvernement a mis à la disposition de la CENI les nouvelles provinces. Et il appartenait à la CENI d'organiser les élections. Le gouvernement ne parvient pas à financer la CENI. Là, vous n'en parlez pas. Le gouvernement ne parvient pas à financer la CENI qui doit pas... C'est interconnecté. Quand le gouvernement ne finance pas la CENI, ben on n'a pas... En attendant alors que la CENI ait l'argent de la part du gouvernement pour organiser les élections de gouverneurs, l'autorité prend de mesures conservatoires pour permettre à ce que, momentanément, ces territoires nouvellement répartis soient gérés par des autorités qui ont la charge de rendre compte de leur gestion les assemblées nationales qui sont suspendues, si je me trompe pas. Les assemblées provinciales sont là, madame. Ça fonctionne? Les assemblées provinciales sont là et... Je crois que le vice-premier ministre l'a expliqué à l'Assemblée. Pourquoi pas de mention de censure vis-à-vis de ces commissaires spéciaux? C'est pour ça qu'on se pose la question, s'ils sont si spéciaux, pourquoi on ne doit pas avoir des motions de censure par rapport à eux? Et donc les gouverneurs, eux, on peut obtenir des motions de censure par rapport aux 5 gouverneurs restants et les autres non? Je ne pense pas que les commissaires spéciaux sont des électrons libres qui vont gérer comme ils veulent. Parce qu'ils ne gèrent pas ici les concessions de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ils gèrent les territoires, le peuple, le bien de l'État. Ils doivent rendre compte. Il faut rendre compte à l'Assemblée nationale, mais il n'y a pas un élément de contrôle, il n'y a pas de motion de censure, il n'y a rien. Même s'ils font leur gabégie financière, on sait comment la République... Ils vont rendre compte aux assemblées provinciales. Les assemblées provinciales peuvent contacter le président de la République. Ça, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que les commissaires spéciaux seront contrôlés et vont rendre compte et on va suivre le travail de commissaires spéciaux. Je pense que ce sont des gens qui seront contrôlés.
par les assemblées provinciales. Les assemblées provinciales, et les assemblées provinciales vont faire rapport à l'autorité. Sans motion de censure, donc... Vous croyez, madame, que la motion... Moi, je suis parlementaire. Je connais le Parlement, madame. Vous croyez que toutes les motions qui sont à l'Assemblée nationale ici, ce sont des motions pour contrôler? Excusez-moi, c'est pour contrôler. Là, vous nous dites que les motions sont payables, elles sont monnayables. Madame, vous nous amenez à ça. C'est vous-même qui le dites. C'est vous-même qui le dites. Mais moi, je vous dis, est-ce que toutes les motions, c'est parce qu'on veut contrôler ou faire quoi? Les motions, c'est pour se rendre compte de la bonne marche. Alors, pourquoi ne pas laisser la motion de censure? La motion... Et vous croyez qu'il n'y a que la motion de censure qui est un élément de contrôle? Pourquoi ils ont mais il y a combien ça dans la panoplie d'actes que l'on pose à l'Assemblée ou aux organes délibérants en province? Il n'y a que la motion de censure. Pourquoi l'avoir enlevée? Pourquoi l'avoir enlevée si ça n'a aucune importance? Madame, on peut enlever. Mais il y a moyen de contrôler. Je viens de vous dire ici, ces commissaires spéciaux ne gèrent pas le bien de leur père ou de leur grand-père. Ils gèrent le bien de l'État. Ils gèrent le peuple congolais. Ils ont de comptes à rendre à l'autorité qui les a investis. Les assemblées provinciales vont les suivre et feront rapport au président de la République. Par rapport à l'aide de l'Union européenne, parce que nous parlons ici des élections, on ne veut pas trop de l'ingérence des Européens ou des Occidentaux dans les élections. Nous-mêmes, nous sommes dans l'incapacité d'avoir de l'argent pour financer, pour s'autofinancer. Alors pour vous, cette aide de l'Union européenne, ça ne cache pas un peu ça ne casse pas un peu notre souveraineté, Raphaël? Non, madame, je crois que nous sommes la République démocratique du Congo est un État souverain, mais un État qui collabore avec d'autres États. L'Union européenne ne vient pas avec de l'aide, mais l'Union européenne vient avec un appui. L'appui, j'entends, je connais parce que je connais un peu comment ça se fait. Et l'Union européenne ne vient pas avec de l'argent. Il ne faut pas que les gens se mettent nécessairement de l'argent. Ils peuvent venir avec de l'expertise. Je crois que vous avez suivi le responsable de l'Union européenne en République démocratique du Congo, qui est allé voir le président de la CENI, dire qu'il y a 5 experts qu'ils ont mis à la disposition de la CENI. C'est un appui aussi. Vous comprenez? Dans le cadre de cette collaboration, de cette coopération avec les États, entre États, l'Union européenne peut apporter un appui, peut venir en appui à la CENI ou à une autre structure ou une autre institution de la République démocratique du Congo, et ceci n'enlève en rien la souveraineté de l'État congolais. Non, nous sommes un État souverain, nous resterons un État souverain. Ils ne viennent pas ici avec des lignes de conduite, je pense, pour dire à la CENI, vous allez faire 1, 2, 3, 4. Non, ils viennent en appui. Ils ne viennent pas donner de l'aide, comme si le Congo, même s'il en a besoin, le Congo ne sait rien faire, mais au moins, dans le cadre de cette coopération, on est en droit d'échanger avec les autres. Et je crois que c'est une bonne chose que l'Union européenne réitère son appui à la CENI aujourd'hui. Coup d'œil donc à nos partis politiques, mesdames et messieurs, 2 cibles comme chaque semaine, l'ARC et la CCU de Lambert Mende. Nous, membres du comité fédéral de l'ARC Funa, réunis en réunion extraordinaire au siège national situé sur 6 avenue Kassavubu numéro 54, ce vendredi 27 novembre 2015, pour statuer sur l'auto-exclusion de l'honorable Florent Lebemupia du parti. Prenons acte de son auto-exclusion de l'ARC Funa à sa qualité du président fédéral à l'issue des propos tenus lors de la réunion du mercredi 25 novembre 2015 dans la salle de fête d'Ibiplay. De ces faits, les membres du comité fédéral de l'ARC Funa déclarons ce qui suit. 1. Réitérons notre soutien indéfectible à l'honorable Olivier Kamitatu Etchou, président national de l'ARC, et soutenons le parti politique du G7
dans leur combat visant le respect de la Constitution et des valeurs républicaines. 2. Le membre du comité fédéral de l'AC-FUNA désavoue avec la dernière énergie l'honorable Florent Lebemoupia, ancien président fédéral de l'AC-FUNA, pour avoir fait allégeance à la majorité présidentielle. Né à Kinshasa le 27 novembre 2015. Pour une première sortie après l'inauguration de son siège national, la Ligue des jeunes de la CCU a fait un carton plein ici à l'espace IMCA de Matongé, où des centaines de jeunes venus des différentes fédérations ont assisté à l'intronisation, mieux l'investiture des présidents communaux de la CCU, ville-province de Kinshasa. Une mobilisation qui confirme le travail qu'abat l'actuel comité de la Ligue des jeunes, chapeauté par Thierry Monsenepo. Excellences, chers initiateurs, premiers militants de la CCU, les jeunes de la CCU vous disent, à partir d'aujourd'hui, nous disons non à la manipulation politicienne qui est utilisée pour prendre les jeunes pour des marionnettes à jeter dans la rue pour des raisons personnelles. Notre vision est de participer à la gouvernance par la formation des jeunes et le refus à la paresse et à la trahison de la mère patrie. Nous nous approprions les actions du chef de l'État, jeune comme nous et porteur de l'espoir de toute une génération. C'est l'initiateur du parti qui a procédé à l'investiture officielle de ces chefs d'antenne de la CCU. Lambert Mende a saisi cette occasion pour conscientiser les jeunes sur la nécessité du dialogue. On est profité pour donner un message clair à notre jeunesse. Beaucoup de gens semblent vouloir abandonner à son sort et que des étrangers veulent récupérer comme ils nous l'ont arraché en 60 lorsqu'ils ont assassiné Patrice Emery Lumumba avec la participation des étrangers que certains ont l'audace de rappeler encore. C'est sous une note de satisfaction que Lambert Mende a quitté le lieu de la manifestation sous l'accompagnement des jeunes de la CCU. Raphaël, est-ce que vous avez l'impression que les jeunes Congolais sont manipulés aujourd'hui par les uns et par les autres? Jadis, je pense que les jeunes étaient manipulés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que la jeunesse est en train de comprendre d'où elle vient, où elle va et qu'est-ce que l'on veut. Et c'est un élément important et encourageant parce que c'est très difficile de manipuler la jeunesse congolaise aujourd'hui. Et cette jeunesse connaît, un peu comme dans la Bible. La Bible dit la brebis connaît le berger et la brebis écoute le berger et sait où est-ce que le berger va l'amener plutôt que d'écouter l'ennemi qui vient, qui va la dévorer. Les jeunes Congolais connaissent aujourd'hui qui veut les amener vers eux. Vous venez de suivre un jeune de CCU, je félicite, j'encourage. Il dit, le président de la République, son Excellence Joseph Kabila, jeunes comme eux, ils sont avec eux, il incarne l'espoir de toute la jeunesse, donc on sait qui suivre. Et aujourd'hui, je pense que la jeunesse n'est plus manipulée. Par rapport au dédoublement des partis politiques, Raphaël, si vous réveillez aujourd'hui un bon matin et il y a un autre PPR des BIS, quelle sera votre réaction aujourd'hui en tant que membre du PPRD? Vous savez, madame, je suis membre du PPRD. Je dois vous dire que aujourd'hui, nous, au PPRD, nous sommes tous derrière l'initiateur de notre parti, c'est-à-dire le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Nous ne pouvons pas même envisager qu'il y ait deux PPRD parce que l'initiateur est un. Nous ne pouvons pas
dire que chez nous, nous envisageons ça. Voilà pourquoi, le cas de dédoublement de partis politiques, je n'aime pas trop m'immiscer parce que je donnerais le point de vue qui est le mien, ça risquerait d'entacher... Mais qui prévoit, soyons scientifiques, que prévoit la loi par rapport au dédoublement des partis politiques? Je pense que la loi sur le parti politique, à ma connaissance, est claire, hein, dit que l'on ne doit pas quitter son parti politique et non plus quelqu'un, si l'on perd son parti politique, ça veut dire qu'on n'est plus membre. Et il y a des conditions. Aujourd'hui, si moi, j'entrevois une activité contraire à l'idéal du PPRD, ça veut dire automatiquement je ne suis pas membre du PPRD. Mais il ne revient pas non plus aux dirigeants d'un parti politique à pouvoir initier des actions qui sont contraires à la ligne de conduite de parti, c'est-à-dire contraires au statut et règlement du parti politique. Donc c'est ce qui amène un peu le dédoublement de ce parti politique tel qu'on est en train de le vivre aujourd'hui. On peut mettre, je ne sais pas comment ça se passe dans les partis politiques, est-ce qu'on peut mettre l'initiateur d'un parti dehors? On peut le chasser de son propre parti? Vous savez, dans un parti politique, on est tous membres d'abord. Qu'on soit président, qu'on soit vice-président ou qu'on occupe une fonction quelconque, on est membre du parti. Et un membre du parti, quel qu'il soit, lorsqu'il pose, je viens de le dire, il pose des actes contraires au statut, contraires au règlement, même si il peut être contre. Même si c'est son parti, même si c'est lui qui l'a créé, même si ça lui appartient au fait. Madame, un parti politique est une association. Ça n'appartient à personne. Nous ne sommes pas... Je crois que le parti politique n'est pas la chasse gardée d'une personne. Ce n'est pas, comme on dit en lingala, bilanga kokonayo. Non, non. Non, non, ici, le parti politique est une association dont vous-même, vous êtes aussi membre, vous êtes soumis à respecter les statuts et les règlements. Donc, on ne peut pas se réveiller un matin, l'initiateur ou le président ou le vice-président prend une décision et puis, contraire même au statut, sans... Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà pourquoi nous, au PPRD, nous croyons être... nous sommes encore le modèle aujourd'hui. Est-ce qu'il y a la démocratie au sein des partis politiques congolais aujourd'hui, Raphaël? Évidemment. Prenons l'exemple de votre parti. Oui, au PPRD. Est-ce que vous discutez? Est-ce que chez vous, quand quelqu'un a un autre son de cloche, il est auto-exclu et on l'exclut? Non, madame. Mais c'est ça, c'est ce qui s'est passé au PPRD, mon parti politique, il y a la démocratie et il y a la... Vous n'écoutez pas les autres? Nous avons le secrétaire général Movasakani a instauré de matinées politiques où nous nous retrouvons, il y a des thèmes, on explique et à la fin, chacun demande la parole, il donne son point de vue. Voilà l'exemple de la démocratie exercée au sein de... Vous vous exprimez librement. Nous nous exprimons librement, madame. Nous nous exprimons librement. Et il y a nous interagissons, hein, il y a des interactions, de moments d'échange, et on donne le point de vue. Et ceci est encouragé jusqu'au niveau de nos cellules de base. Partout au PPRD, il y a ce genre d'initiative et le peuple, les militants s'expriment. Il y a la démocratie, mais je ne pense pas que demain, après-demain, un membre ou une autorité qui dirige le parti, le PPRD, peut se réveiller, il nous demande d'aller à gauche, et nous tous comme de moutons, nous allons à gauche, il se réveille, un autre se réveille le soir, et il dit, nous partons à droite, nous allons à droite. Non, nous ne disons pas, au PPRD c'est la discipline, et la discipline du parti, c'est en fonction de nos statuts et de règlements de notre parti. Le PPRD fait partie de la majorité présidentielle. Vous avez un règlement de nous des statuts aussi au sein de la majorité présidentielle. Revenons un peu pour comprendre un peu le départ du G7. Pour vous, est-ce que on les a écoutés, ce G7, ou simplement ils ont dit quelque chose qui était à l'encontre des recommandations de la majorité présidentielle et ils ont froissé peut-être certaines personnes qui les ont exclus et qui les ont chassés parce qu'eux ils disent que nous n'avons pas quitté volontairement la majorité présidentielle, on nous a chassés de la majorité présidentielle. Madame, quelle est la part de la majorité présidentielle est bien organisée. La majorité présidentielle est organisée. Il y a une charte.
qui lie les partis membres. Vous comprenez? C'est une charte, merci. Lorsque on initie des actions, des lettres qui ne suivent, indépendamment du respect de la charte, je crois que, à ce moment, je viens de vous dire ici moi-même, je suis membre du PPRD, si j'initie une action contraire au statut et règlement du PPRD, ça veut dire que moi-même, je ne reconnais plus être membre de mon parti. C'est une auto-exclusion de fait. Absolument, madame. Absolument. Et lorsque la charte de la majorité n'est plus respectée par les mêmes signataires, ce qui est encore grave, ça veut dire que les signataires se sont auto-exclus eux-mêmes. Et il ne faut pas, on ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de questions là-dessus, madame. Et c'est une question simple. Et à la majorité présidentielle, tout comme dans nos partis, on interdit à personne. Vous ne les regrettez pas un tout petit peu, ces membres du GES? Vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu des poids lourds aussi? Vous ne les regrettez pas un tout petit peu, franchement? Attendez, madame, le regret, dans quel sens? Peut-être le regret, parce que ce sont des gens que nous connaissons, nous avons vécu avec eux, ce sont des amis, ce sont des aînés, ce sont des gens qui ont dirigé l'une ou l'autre structure, nous les connaissons bien. C'est peut-être le regret sur le plan social, sur le plan... oui, mais le regret sur le plan de l'idéologie, sur le plan de notre vision commune, de la lutte commune autour du président de la République, de la charte, je pense que loin de là. Nous poursuivons, nous parlons un peu de nous-mêmes, mesdames et messieurs, nous allons parler de la plénière qu'a tenue le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Parmi les dossiers passés au peigne fin au cours de cette 47e session ordinaire du CESAC figure l'examen de la plainte du Conseil spécial du chef de l'État en matière des bonnes gouvernances. Plainte portée contre 3 tabloïds. Notamment Africa News, le Baromètre et la Cité africaine. Les membres de l'Assemblée plénière ont décidé d'adresser des observations au journal Africa News et le journal Le Baromètre, tandis qu'en ce qui concerne la Cité africaine, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ont estimé que les règles professionnelles étaient respectées par ces journaux. Des dérapages dans les médias audiovisuels sont constatés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, et ce, dans 2 programmes, toujours de CCTV, dont l'un écope déjà d'une suspension de 30 jours. L'émission Love Night de CCTV, les membres de l'Assemblée plénière ont entériné cette décision portant suspension pour 30 jours de cette émission qui n'existait pas du reste dans la grille des programmes des CCTV. Les membres de l'Assemblée plénière ont également examiné le dossier Polélé des CCTV, dossier pour lequel l'Assemblée plénière s'était déjà exprimée. L'animateur de l'émission Polélé, Patrick Palata, refuse d'obtempérer à cette décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, et le Conseil va saisir le procureur général pour faire appliquer cette décision. Les régulateurs des médias congolais disent ouvrir l'œil et les bons pour barrer la route au dérapage de tout genre dans les médias congolais. Raphaël, nous parlons un peu des médias congolais. C'est vrai que c'est une question que je pose souvent à ceux qui passent ici. Est-ce que vous regardez souvent nos médias? Oui. Vous n'êtes pas du genre branché Canal Sat? Je regarde toutes les chaînes lorsqu'il y a des émissions qui m'intéressent, les journaux télévisés, oui. Je regarde la télé, oui, c'est vrai. Le CESAC a tranché, le CESAC a tenu sa 47e plénière pour... nous avons suivi ce qui s'en est suivi. Elle a suspendu, le conseil a suspendu quand même 2 émissions. Est-ce que vous connaissez ces émissions-là, Love Night ou quelque chose? Non, je connais pas, honnêtement. Mais vous lisez quand même Africa News, Baromètre? Je lis. Comment vous trouvez? Non, des bonnes analyses là-dedans ou
Vous savez, madame, comprenez la plainte de... en suivant l'élément du CESAC par rapport au travail que fait cette institution d'appui à la démocratie que j'encourage, je pense que le doigt accusateur est pointé maintenant de votre côté, hein, vous les professionnels de médias, parce que vous avez aussi l'obligation d'instruire, de divertir et d'éduquer et de former. Et je pense que lorsque vous devez vous remettre vous-même en question par rapport aux mœurs, par rapport à la bonne conduite, est-ce que ce qu'on fait est professionnel ou non, c'est ici que la déontologie journalistique doit aussi vous guider. Et je pense que c'est une bonne chose de temps en temps lorsque le CESAC rappelle à l'ordre, et c'est ce qui fait avancer la démocratie dans notre pays, parce que la démocratie, je l'ai toujours dit, ne peut pas être une démocratie de médiocrité, sinon elle devient une démocrature. Et les médias sont un support important, un moyen important pour montrer que la démocratie est en marche. Et lorsque cette démocratie nous amène, dans les cadres de médias, nous amène à des libertinages, et même au nom de la liberté d'expression, la liberté de presse, ça devient à ce moment-là liberticide. Et je pense que vous avez du pain sur la planche, vous devez vous remettre en question vous-même. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, nous vous présentons la savante congolaise Sandrine Ngalula, et la mauvaise, le cambriolage à la paroisse Saint-Martin dans la commune de Njili. La petite histoire de Sandrine Ngalula trouve son déclic alors que la future savante a 17 ans. Elle vit à Kikwit avec ses parents. À l'époque, elle tombe malade et doit subir une intervention chirurgicale. Mais l'hôpital général de Kikwit manque de l'électricité. Sandrine Ngalula va quand même échapper à la mort. De près, cette expérience devient son leitmotiv. Elle-même la qualifie de chance et de bénédiction. En 2005, elle s'installe aux États-Unis avec ses parents dans l'état des Ohio. Elle obtint avec les honneurs du jury sa licence en génie électrique de l'université de Toledo. Du coup, elle bénéficiera de plusieurs bourses et prix. Son génie éclate. Elle invente un système solaire portable qui permet de fournir l'électricité à partir d'un panneau solaire. Puis, s'étant mis aux côtés du professeur Swart, Sandrine s'illustre à travers une démonstration sur les technologies d'énergie alternative. De toutes ces inventions, celle de 2009 reste à ce jour la plus connue et la plus célèbre. Un système qui permet à une voiture de rouler avec de l'hydrogène. Cette trouvaille permet à cette marque de voiture de passer de 67 km à l'heure, vitesse maximale, à 194 km à l'heure, une voiture écologique, économique et donc non polluante. À présent, Sandrine Ngalula, seule noire des Ohio, est sélectionnée parmi les savants américains à prendre parole à la COP 21 pour exposer et expliquer aux conférenciers les avantages du système électrique dont elle est l'inventrice. Sa préoccupation reste de faire bénéficier à son pays d'origine, la République démocratique du Congo, les bénéfices de ses découvertes et inventions scientifiques. Nous sommes ici à la paroisse Saint-Martin, au quartier 6, dans la commune d'Onjili. La nuit du mardi à mercredi, cette paroisse a été visitée par de malfrats. Sentinelles grièvement blessés à coups de machette, une somme d'argent emportée, des portes et fenêtres cassées, des sultanes emportées. À en croire l'abbé Oramambo, les policiers appelés à leur rescousse ne se sont même pas rendus sur les lieux du drame. J'ai tout pris, ils n'ont laissé même pas un centime.
Et c'est alors que je sors, je trouve aussi les clients avec la blessure parce qu'ils ont commencé chez lui. Et en plus de cela, on a fracassé la tête de la sentinelle. La communauté a informé les policiers. Semble-t-il, ils sont venus à 3h ou 4h quand on les a appelés. Ils se sont limités là-bas, à la grande grille. Notons que la sentinelle de la paroisse Saint-Martin, grièvement blessée, est internée à l'hôpital Saint-Joseph de Limété. Il s'y trouve dans un état critique. En attendant les enquêtes, l'abbé Oramambo plaide pour le renforcement des sécurités dans cette municipalité. Votre réaction à chaud, Raphaël Oulou, par rapport à ces deux éléments, par rapport à la savante congolaise et à ce vote? Je suis heureux que le Congo ait ajouté une dame comme savante parmi les autres que nous avons, et certainement qu'elle fera bénéficier le Congo, son pays, de son expertise acquise à l'étranger. Et comme j'ai suivi, elle va intervenir à la COP 21. Elle parlera aussi de cette question de gaz à effet de serre à émettre par les puissances occidentales et industrielles. Je pense que aussi ça sera une très bonne chose lorsque la République démocratique du Congo participera et va l'écouter et mettra en application, va profiter de tout ce qui va se passer à cette conférence. Ça casse quand même le mythe du Congolais oisif, du Congolais jouisseur. Au cambriolage d'une paroisse Angélie, c'est un cas déplorable. Nous appelons à la vigilance de parce que la pauvreté permet tout. Même si on a tellement faim, on a tellement soif, on n'a tellement pas d'argent qu'on peut aller voler même dans la maison des dieux. Parce que la pauvreté excuse tout. Non, la pauvreté est un vice. Voilà pourquoi il faut sanctionner des gens qui font ça, parce que j'émets le vœu que après les enquêtes qu'on aura amenées par les services de sécurité, qu'on mette la main sur ce malfrat et qu'il soit sévèrement sanctionné pour... Vous parlez bien de sévèrement sanctionner quand il s'agit du petit peuple, mais il y a bien des colonnes en cravate. Quand je parle de la bonne gouvernance, pourquoi on ne sanctionne pas les hautes personnalités? Parce que ce sont des crimes économiques à grandes échelles. Vous savez, il faut paralyser presque toute la marque, comme par rapport à la CENI. J'aime pas parler sans preuve. Nous avons une preuve. On a cambriolé dans une paroisse Angélie et on est à la recherche de voleurs. Lorsqu'on met la main sur ces voleurs, on les sanctionne. S'il y a de koulouna en cravate, comme on le dit, il faudrait qu'on mette la main sur ces koulouna en cravate. Nous appelons tout celui qui a de preuves qu'il y a de koulouna en cravate, qu'on le mette au Niouf et qu'on les sanctionne. Parce qu'il n'y a pas d'impunité en République démocratique du Congo. Vous en êtes sûr à 100%? Même si les gens en parlent, il n'y a pas d'impunité du tout. Il n'y en a pas. Je parle de ce que je connais. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Donc, nous remercions Raphaël Oulou d'avoir accepté d'être ici, d'être passé à la barre. L'expression est consacrée, donc il nous a donné son point de vue par rapport à toutes les grandes questions d'actualité de la semaine, du dialogue, du discours du chef de l'État et des commissaires spéciaux qui ne sont pas si spéciaux que ça. Donc, ils sont que des dirigeants à temps partiel en attendant l'élection des gouverneurs. Merci donc à toute l'équipe technique qui a participé, en tout cas, à l'enregistrement ou à ce que cette émission soit bien visionnée chez vous. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Vous avez suivi Raphaël Oulou. J'avais déjà écrit sur mes pages Facebook et je recevais Raphaël Oulou. Voilà, vous avez proposé vos questions et je crois que j'ai, dans la mesure du possible, répondu à vos attentes. Et maintenant, nous nous retrouverons donc avec le même plaisir, sinon pas plus, le dimanche prochain. Inch'Allah.